Michel Menga Messon, vous êtes titulaire d'un doctorat 3e cycle, option psychologie de l'enfant et de l'adolescent, décroché à l'université de Toulouse en 1982, en France. De cette même université, vous êtes titulaire d'une double maîtrise et d'une double licence en psychologie et en espagnol. Tout cela après un DUG en lettres et sciences humaines, pris à l'université de Madrid en 1974. Vous devenez enseignant à l'université Omar Bongo à votre retour d'Europe, assistant de 1980 à 1983. Vous avez fait le clair de votre carrière dans les secteurs éducation et formation, chef de département sciences de l'éducation à l'École normale supérieure, puis chef de service des missions internationales au ministère de l'Éducation nationale. Conseiller du ministre de l'Éducation nationale, directeur national du projet Réforme du système éducatif gabonais de 1983 à 1987. C'est en cette année que vous êtes monté en grade en devenant maître assistant, secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. En 1992, vous êtes nommé secrétaire général du ministère du Commerce jusqu'en 1996, lorsque vous entriez à l'Assemblée nationale. À la basse chambre, justement, au cours de votre mandat, vous occupiez le poste de président de la Commission des affaires économiques du développement. Et puis, enfin, votre entrée au gouvernement en 2007, comme ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction civique chargé de l'éducation populaire pendant 2 ans. Après, vous disparaissez. Commence alors une résistance au système politique en place. Démission du Parti démocratique gabonais, 10 années presque passées en dehors de la gestion des affaires publiques. En 2018, au mois de mai, vous revenez sur la scène en qualité de ministre d'État, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Janvier 2019, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Depuis décembre 2019, c'est vous, le ministre de la Culture et des Arts. Et voici Face à vous avec Michel Menga Messon. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir Marielle. Bonsoir MMNX. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Monsieur le Ministre, comment définissez-vous la culture? Définir la culture au cours d'une émission est un exercice bien sûr passionnant, mais complexe, parce que la culture est un concept dense. Je peux simplement vous dire, pour faire court, que la culture c'est la vie. Et quand je dis c'est la vie, c'est ce que l'être humain fait, ce qu'il est, sa manière vite de vivre, sa manière de danser, de se réjouir, de s'exprimer. Et puis ce qu'il porte en lui, qu'il hérite de son père et de sa mère, c'est tout cela, la culture. C'est-à-dire que, c'est comme je vous l'ai dit, vous savez, les définitions ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles ne sont jamais achevées. Ça c'est vrai. Je vous donne le programme, Monsieur le Ministre, de ce numéro de Face à vous. En première partie, on aura un échange nourri, fourni, je préfère vous le dire, avec Marielle. Et on va aborder des différents axes de discussion. Le premier, ce sera donc le droit d'auteur et droit voisin, loi numéro 1/87 du 29 juillet 1987. Après, on va faire un tour pour parler de l'économie de la culture, industrialisation et promotion des patrimoines. On va aborder aussi la question des patrimoines culturels, importance et classement national ou international. Enfin, en dernier axe, on va parler un tout petit peu du calendrier annuel des événements culturels au Gabon. Vous êtes prêt, Monsieur le Ministre? Tout à fait. Marielle aussi prête? Toujours Manix. C'est parti, face à vous. La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins du Gabon date du 29 juillet 1987, soit 3 ans avant la conférence nationale et la fin du monopartisme et du dirigisme, si on peut le dire aussi. Elle n'a jamais été revue entre-temps. Résultat des courses, un marché de la culture, de l'art désordonné, de gros manques à gagner du point de vue économique pour l'État et surtout un syndicalisme bruyant de la part des acteurs qui sont eux aussi restés du fait de ce manque donc de refonte, on va dire, des amateurs. Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous comptez faire de cette loi qui date de 1987? Écoutez, merci d'avoir commencé l'émission par ce dossier, qui est un dossier, effectivement, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui est interprété diversement par les uns et les autres, du fait justement de l'interprétation de cette loi-là. Ce que nous avons fait depuis que nous sommes là, vous savez que nous sommes là depuis 1 an et demi à peu près, nous avons trouvé ce dossier sur la table. Les droits d'auteur, c'est vaste, c'est compliqué,
à mettre en application. Dans tous les pays de la sous-région, vous pourrez vous renseigner, les problèmes sont quasiment les mêmes, parce que c'est complexe, parce que c'est pas simple. Et au Gabon, bien entendu, c'est la même chose. Donc quand nous sommes arrivés, disais-je, nous avons trouvé ce dossier sur la table, nous avons trouvé un instrument, une structure qui a été mise en place par les autorités du pays, c'est le BUGADA. Le Bureau gabonais des droits d'auteur. Donc, qui s'occupe de ce dossier-là. Et bien sûr, le texte que vous venez disons, de rappeler organise cet outil-là. Lorsque comme nous avons pris le dossier en mai, nous avons constaté que cet outil-là avait mis énormément de temps pour pouvoir fonctionner parce que les textes qui avaient été pris étaient lourds. Le conseil d'administration comptait 37 membres et vous savez que le conseil d'administration est un instrument qui permet d'évaluer la marche de la structure comme partout ailleurs. Et ce conseil d'administration ne siégeait pas du fait de sa lourdeur. Il n'arrivait jamais à atteindre le quorum de façon à ce que les travaux du conseil d'administration puissent être engagés. Nous avons donc dû prendre ce problème à bras le corps parce que nous savions que, et je crois que vous en convenez, qu'une structure comme le BUGADA a besoin que cet instrument soit fonctionnel. Nous avons donc proposé une modification pour alléger le conseil d'administration de façon à ce qu'il permette à la structure de pouvoir fonctionner, qu'il se tienne. Aujourd'hui, nous sommes passés de 37 à une quinzaine de membres pour alléger, de façon à ce que le problème de la lourdeur soit, disons, évacué. Aujourd'hui, ce conseil d'administration compte à peu près 15-17 membres. Donc il peut se tenir et que le problème du quorum ne va plus se poser, première chose. Et la loi sera appliquée une fois que le conseil d'administration pourra se tenir? Mais nous n'avons pas le choix, monsieur. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais quand je le dis, n'est-ce pas, vous savez que la loi est un instrument. Tout instrument a une valeur relative, vous le savez. Ça dépend des environnements, ça dépend des moments et ça dépend des lieux. Et ce n'est pas... Il se trouve que, pour ce qui concerne cette loi, elle concerne énormément de secteurs, notamment ceux qui doivent alimenter les caisses du BUGADA qui ne fonctionnent pas comme nous le souhaitons. Ça fait partie de l'environnement. D'accord, ce n'est pas la seule... Donc, ce problème est un problème important, parce que pour qu'on puisse distribuer quelque chose, il faut qu'on la possède. Pour le moment, je peux vous dire que la loi existe, mais nous avons du mal à la faire respecter. Parce que... Mais comment vous, gouvernement, vous aurez du mal à faire respecter une loi que vous-même avez mise en place? Ça fait 34 ans, monsieur le ministre, que cette loi existe. Vous savez, ce que je vous dis là, c'est un constat que j'ai fait. Vous savez qu'il ne suffit pas de prendre un texte pour qu'il soit appliqué. Il faut veiller à ce que, n'est-ce pas, les conditions soient réunies de façon à ce que la loi Donc, soit avec appliquée. vous, cette loi sera appliquée, monsieur le ministre. C'est ce qu'on doit comprendre. Elle sera appliquée quand? Puisque vous avez déjà revu le conseil d'administration du BUGADA. Écoutez, vous me laissez aller jusqu'au bout de ma pensée. Allez-y, monsieur le ministre. Et je vous disais que j'ai constaté que cette loi n'était pas appliquée. Et c'est justement le fait que cette loi ne soit pas appliquée, c'est ça qui permet, c'est ça qui fait tout le bruit que vous entendez. Parce que les artistes, comment ils font? Ils prennent la loi et ils raisonnent comme vous. Là. Pourquoi la loi n'est pas appliquée? La loi est appliquée et la loi est prise. Donc si elle est prise, nous pensons que si M. Menga doit payer X argent au BUGADA pour le compte des artistes, la loi étant, donc, ils font le calcul de l'année et ils se disent, au terme de l'année, nous devons avoir tant. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, dans la plupart des pays qui ont réussi à faire fonctionner la loi sur le droit d'auteur, la gestion du droit d'auteur et des droits voisins ne dépend pas, ne relève pas des compétences, monsieur le ministre, du gouvernement, mais plutôt des prestataires privés. Hein? Prenons l'exemple de la musique. Vous savez, en France, c'est la SACEM qui organise le droit d'auteur, prestataires privés. En Côte d'Ivoire, les grandes maisons de disques se sont installées en Côte d'Ivoire et les artistes vivent de leur métier, monsieur le ministre. Mais ne pensez-vous pas qu'il est peut-être temps de céder ce pan à ceux qui frappent à la porte du Gabon, qui ont été nombreux, mais qui malheureusement n'ont pas eu de réponse et sont partis s'installer ailleurs en Côte d'Ivoire où ça marche? Est-ce qu'il ne faut pas simplement supprimer le BUGADA et penser à autre chose? Ah oui. Mais, s'il vous plaît, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous disiez aux Gabonais comment ça fonctionne là-bas.
Mais ils sont en train d'y aller, les artistes gabonais vont s'installer en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, parce que ça marche bien là-bas. S'il vous plaît, c'est vous qui le dites, n'est-ce pas? Et vous dites quoi, monsieur? Non, c'est votre point de vue, et je le respecte. Mais je vous dis que les droits d'auteur ne sont pas appliqués, organisés en Côte d'Ivoire dans le désordre. Ce n'est pas parce qu'il y a des privés qu'il n'y a pas de loi. C'est encadré en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous avons fait au Gabon. Nous voulons encadrer cet aspect de la question de façon à ce que ça n'aille pas dans tous les sens. Monsieur le ministre, on remarque qu'avec le Bugada, ça ne fonctionne pas. S'il vous plaît. Et c'est déjà encadré puisqu'il y a une loi, monsieur le ministre. C'est pour ça que je vous dis que le problème, ce n'est pas de faire comme on fait en Côte d'Ivoire. C'est vous qui le savez, moi je ne sais pas comment ça se fait, mais les informations... Monsieur le ministre, pourquoi ne pas s'en inspirer? Je vous dis bien que c'est votre point de vue, n'est-ce pas, pour dire que ça fonctionne bien. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je dis que ça fonctionne. Ça suffit. J'ai commencé par vous dire qu'une loi n'a pas de valeur dans l'absolu, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit. Oui. Je vous ai dit que ça dépend des environnements, ça dépend des moments, ça dépend des contextes. Et que nous sommes dans le contexte gabonais où il y a un certain nombre de pesanteurs, n'est-ce pas? Et l'objectif, c'est de lever ces pesanteurs-là de façon à ce que la loi puisse être appliquée. Et quelle est votre stratégie? Parmi les pesanteurs, c'est que ceux qui sont, s'ils doivent payer, jusqu'à présent ne payent pas parce qu'ils donnent des arguments pour dire qu'ils sont asphyxiés, n'est-ce pas? Parce que la caisse est alimentée par à un prestataire privé. Monsieur le ministre, dans la question du droit d'auteur, il y a également l'auteur écrivain. Malheureusement, on retrouve encore des livres d'auteurs gabonais qui sont photocopiés et vendus à la gare routière, ce qui pousse ces écrivains à aller faire la promotion de leurs œuvres à l'extérieur, monsieur le ministre. Là encore, quelle est la stratégie pour pouvoir rassurer les écrivains? Il ne faut pas mélanger les choses. Ou bien vous me demandez de dire qu'est-ce que nous comptons faire pour que la loi qui est prise au Gabon pour encadrer ce domaine-là soit appliqué, et je me vertue à vous dire ce que je vais faire, ce que je vais proposer au gouvernement, de façon à ce que ce qui a été fait puisse être appliqué et que ça puisse être rentable pour les artistes. C'est ça la démarche que moi j'entreprends. Mais il faut éviter de me dire qu'il faut donner au privé, c'est une hypothèse. Bien sûr, monsieur le ministre. Mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas, oui, mais c'est une hypothèse. Parce que ça marche ailleurs, monsieur le ministre. Mais ça ne veut pas dire que c'est une panacée. Aller vers des comparaisons, moi je veux bien, mais allons doucement, n'allons pas vite en besogne, n'est-ce pas? Je dis qu'il y a une loi qui encadre ce secteur, n'est-ce pas? Et qui, aujourd'hui, a des problèmes en matière d'application. Oui. Voilà ce que je dis. Et quels sont les problèmes qui se posent pour que ça ne s'applique pas? C'est pour ça que j'ai parlé de contexte. C'est parce que les opérateurs économiques qui doivent alimenter, parce que ce n'est pas le budget de l'État. Absolument. N'est-ce pas? C'est ça la différence. Ce n'est pas le budget de l'État qui alimente le Bugada. N'est-ce pas? C'est des opérateurs économiques qui sont au Gabon, qui sont installés au Gabon, qui, sur la base de la loi, doivent payer certaines taxes qui alimentent les caisses du Bugada. De façon à ce que dans un deuxième ou troisième temps, le Bugada, qui est l'instrument, n'est-ce pas, que l'État a mis en place pour s'occuper de ce secteur d'activité, puisse avoir les moyens de sa politique. Donc il se trouve que les entreprises en question ne payent pas, n'est-ce pas, les redevances qu'ils doivent payer. Parce qu'elles disent ceci. Vous savez, c'est qui? C'est les entreprises de jeux, là, les jeux de hasard, oui, etc., qui doivent payer. Il se trouve que ces entreprises sont sollicitées par ailleurs. N'est-ce pas? Vous le savez bien, elles sont sollicitées par ailleurs. Donc quand on leur dit que voilà, la loi vous demande de faire ça, ils disent oui, nous voulons bien que la loi soit. Mais alors, la même loi, mais justement, oui, la même entreprise est sollicitée pour le même rang, mais pour le sport aussi. Et elle paye au sport. Mais elle paye une taxe et dit, nous, on veut bien payer, mais faites-nous payer une fois et débrouillez-vous pour répartir ce que nous on donne, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas nous demander de payer pour le sport, en même temps que vous nous demandez de payer pour le sport. Vous nous demandez de payer pour la culture, vous nous demandez de payer pour autre chose. Nous estimons, nous sommes d'accord sur le principe de payer parce que nous sommes ici au Gabon et nous exerçons des activités au Gabon. Mais dire de nous payer plusieurs fois, nous avons des obligations, nous avons des salaires, nous avons des charges. Nous ne pouvons pas supporter cela parce que sinon, on va mettre la clé sur le paillasson. Donc, voilà le débat qu'il y a. Donc aujourd'hui, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais aujourd'hui, c'est pour cela que, entre autres, n'est-ce pas, il y a une nécessité de se retrouver pour que nous puissions nous mettre d'accord sur comment faire, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des entreprises, qu'au niveau du Bugada. C'est la démarche
que nous avons entreprises. Monsieur le ministre, de façon à ce que l'État, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qui finance le Bugada, monsieur le ministre. S'il vous plaît, puisque vous le savez mieux que moi, informez mais il y a les boîtes de nuit, il y a les bars, des snack bars. Mais c'est quoi les boîtes de nuit? Ainsi de suite. C'est pas du privé, ça? Mais ce ne sont pas des jeux de hasard, monsieur le ministre. On peut poursuivre, s'il vous plaît. Mais je vous ai donné un exemple de gens qui doivent payer. Et je vous ai dit que ceux qui doivent payer disent qu'ils sont asphyxiés. Les boîtes de nuit, combien il y en a au Gabon? Les démarches, c'est de faire de la communication, n'est-ce pas? D'aller vers les entreprises, de trouver des moments d'échange pour qu'on puisse, n'est-ce pas, nous mettre d'accord pour dire voilà le problème, et quand il y a un problème, une fois qu'on l'a identifié, on trouve les remèdes. Vous comptez le faire quand, monsieur le ministre? Mais nous avons engagé, nous avons commencé. D'accord. Puisque nous sommes en train de mettre en place un système de communication, un système d'échange avec tous ceux qui doivent payer au Bugada. Ils ne payent pas jusqu'à ce jour. Et on peut commencer à percevoir les résultats de votre démarche quand, monsieur le ministre? Mais ce serait prétentieux de vous dire, de vous donner, raisonner en termes de temps. D'accord. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que nous avons commencé à travailler. Quand nous avons constaté qu'il y a des entraves, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour faire notre travail, pour qu'on puisse voir quelles sont les entraves et de façon progressive que nous puissions mettre un terme à ces entraves-là. Je vous ai parlé de la lourdeur du conseil d'administration, nous avons réglé ça. Maintenant, nous allons vers les entreprises de façon à ce que nous discutions avec eux pour qu'ils nous disent exactement quel est leur problème et quelles sont les propositions. Nous avons encore plusieurs questions à vous poser, monsieur le ministre. Voilà ce que nous faisons. Oui, monsieur le ministre, la notion d'industrie culturelle est très peu abordée au Gabon. Pourtant, c'est à travers ce lexique qu'on peut arriver à quantifier l'apport de la culture dans le PIB. Je vous prends un exemple. En France, savez-vous que l'industrie de la culture représente 2,3% du PIB, soit 100 milliards d'euros, 7 fois plus que le PIB de l'industrie automobile en France, monsieur le ministre? Oui. Mais pourquoi alors on ne parle pas d'industrie culturelle au Gabon jusqu'à présent? Mais monsieur, je continue à vous dire, s'il vous plaît, que le Gabon, ce n'est pas la France. C'est un exemple. S'il vous plaît. C'est une lapalissade que de le dire. Monsieur le ministre, il y a le Sénégal. S'il vous plaît. Mais justement, je vous dis la même chose. Il y a la Côte d'Ivoire. Je vous dis la même chose pour tous ces pays-là. Mais on ne vit pas en autarcie. Mais parlez. Non, attendez. Parlons du Gabon, n'est-ce pas? Après, nous sortirons. Parlons du Gabon. Réglons les problèmes. Le Gabon n'est pas un exemple. Nous n'avons aucune donnée, monsieur le ministre, pour parler du Gabon. Je vais vous dire. Mais justement. Oui. Mais vous dites que vous n'avez aucune donnée. Pourquoi vous comparez le Gabon à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'y a pas de données sur le Gabon. Mais justement, ça fait partie. Mais ça fait partie des problèmes, justement. Je vous dis que pour parler des industries culturelles, n'est-ce pas? Puisque c'est un dossier qui est important et qui vous intéresse, moi je suis bien d'accord avec vous. Je vous dis qu'il y a en amont des choses à faire, ce qui n'est pas fait chez nous. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas comparer le Gabon à la Côte d'Ivoire, ni encore moins à la France. Parlons du Gabon et voyons quels sont les problèmes qui se posent au Gabon en la matière, de façon à ce que nous puissions suivre éventuellement la voie de la Côte d'Ivoire ou la voie de la France. Mais n'allons pas vite en besogne. Je vous dis qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre en amont chez nous, n'est-ce pas? Comment voulez-vous parler d'industrie culturelle au Gabon si vous ne connaissez même pas quels sont les acteurs au Gabon? Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le ministre? Moi, j'estime qu'il y a un recensement à faire. Vous ne l'avez pas encore fait. Mais moi, je constate que ce n'est pas fait. Vous êtes en train de le faire. Je constate que ce n'est pas fait. Qui est artiste et vous voulez poursuivre? Mais oui, il faut que nous mettions d'accord pour savoir qui est artiste et qui ne l'est pas. Mais pourquoi? Au Gabon, s'il vous plaît. Pourquoi c'est utile de savoir qui l'est et qui ne l'est pas? Il faut encadrer. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. Vous allez encadrer qui? Vous pour encadrer, s'il vous plaît. Pour encadrer les artistes, il faut les connaître. Vous n'allez pas encadrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, j'estime que l'encadrement vient après le recensement, parce qu'il faut connaître avec qui vous traitez. Et pour donc, que vous puissiez le pousser. Mais bien entendu. Et qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Mais bien entendu que c'est le travail que nous sommes en train de faire pour savoir au Gabon, n'est-ce pas, dans tous les secteurs d'activité, quels sont ceux qui peuvent avoir le label, le titre d'artiste. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez bien ce qui s'est passé dans votre domaine. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Mais le journalisme aussi. C'est un métier libéral. Pourquoi vous avez eu des cartes de journaliste? Pourquoi on a organisé ce secteur? Parce qu'on voulait éviter le désordre, n'est-ce pas? Parce qu'on voulait éviter que n'importe qui ne vienne dire qu'il est journaliste. C'est pas ça? Mais pourquoi voulez-vous qu'on ne le fasse pas dans le secteur de la culture? Mon travail, c'est d'apporter des solutions au constat que je fais. Voilà ce qui m'intéresse. Et je dis, ce constat est fait, n'est-ce pas? Je m'aperçois qu'il y a un désordre dans le domaine, n'est-ce pas? Oui. Et qu'il faut ordonner.
De façon à ce qu'une fois qu'on aura ordonné, on puisse envisager la possibilité de donner à ses compatriotes, n'est-ce pas, la possibilité de mieux s'organiser pour aller, y compris vers les industries de la culture. Ce n'est pas le cas actuellement. Parce qu'il y a un désordre en amont. Monsieur le ministre, à quoi sert à l'État d'avoir un ministère de la culture s'il ne peut pas tirer profit de ce ministère? Oui. Mais écoutez, je n'ai pas dit que l'État ne tire pas profit du ministère de la Culture. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais je dis que ces choses qui sont faites, vous savez, nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Moi, je suis là aujourd'hui, je n'ai pas été là hier, je ne serai pas là demain. Mais quand tu arrives quelque part, c'est comme ça que moi je le conçois. Tu vois ce qui marche, tu le consolides, et tu vois ce qui ne marche pas, tu essaies d'apporter des solutions. Et je constate que, comme vous et moi, qu'il n'y a pas d'industrie culturelle au Gabon, oui ou non? Dès lors qu'on l'a constaté, le problème ce n'est pas de dire la Côte d'Ivoire, le problème c'est de dire que faut-il faire pour que, comme il n'y en a pas, il faut que, puisque tous les pays du monde font la même chose, mais comment moi, Gabon, je peux amener la culture gabonaise vers ce secteur-là? C'est ça la démarche. Et vous l'avez dit, on organise le secteur et peut-être voilà, on revoit également les textes. Mais voilà. Monsieur le ministre, on va parler des patrimoines culturels. Le Gabon a désormais 2 sites mixtes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Récemment, le parc national de Livino a intégré la liste, mais on observe qu'il y a comme une lutte à s'arracher cette victoire entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Culture. Est-ce que vous savez que ça relève de votre compétence, monsieur le ministre, de proposer le classement d'un site à l'UNESCO à travers son institution qui s'appelle le Conseil international des monuments? Vous le savez? Mais c'est vous qui voyez. Mais je ne sais pas où est-ce que vous trouvez le terme. Le terme de lutte, il me paraît très fort. C'est un terme de guerre, ça. Comment vous pouvez parler de lutte? Répondez à la question, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Mais je réponds à la question. Comment vous pouvez parler de lutte? On a l'impression que c'est le ministère de l'Environnement qui a porté le projet. Mais c'est votre impression. Je vous dis non. Je vous dis. Mais pourquoi vous ne dites pas que c'est votre travail, c'est le fruit de votre travail? Pourquoi voulez-vous que je le dise? Pourquoi voulez-vous que je le dise pour gagner quoi? Ce qui est important aujourd'hui pour le gouvernement, je voudrais vous rappeler que contrairement à ce que vous pensez, le gouvernement, il est un, n'est-ce pas? Il se trouve qu'il y a des secteurs qui sont transversaux, comme celui-là. Il concerne l'environnement, il concerne l'éducation, il concerne même d'autres départements, les affaires étrangères et tout le reste. Mais pourquoi voulez-vous qu'on se dispute pour ça? Si nous avons présenté un projet, n'est-ce pas, qui peut avoir été initié par la culture ou par l'environnement, si ce projet a abouti, tout est à l'avantage du pays. Pourquoi voulez-vous, s'il vous plaît, oui, vous êtes terrible. Mais vous voulez à chaque fois couper, interrompre. Mais non. Moi, je vous dis que cette démarche ne me sied pas. Je dis, vous avez posé un problème. Laissez que les gens comprennent, n'est-ce pas? Vous parlez de lutte. Monsieur le ministre, on a entendu. C'est vous-même qui avez parlé de lutte. Je vous dis qu'il n'y a pas de lutte entre le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation, en ce qui concerne ce domaine-là. Nous avons présenté, le gouvernement a présenté ce dossier à l'instance habilitée à pouvoir décider. Cette décision a été faite et vous savez le résultat. Et c'est à l'avantage du Gabon et de la politique du chef de l'État. Parfait. Parce que après, ce sera quoi, monsieur le ministre? Le reste, c'est sans intérêt. C'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale, c'est tout. Après le parc de Livino, ce sera quoi, monsieur le ministre? Vous avez proposé autre chose? Ce sera autre chose. Nous sommes en train de faire l'identification. Vous savez qu'il n'y a pas que le parc de Livino, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monuments au Gabon. N'est-ce pas? Je ne peux pas venir ici et vous dire qu'on va faire telle ou telle chose. Nous regardons ce qui vaut la peine d'être présenté à ce niveau. Vous savez qu'il y a des critères, n'est-ce pas, qu'il faut respecter. Et c'est parce que si on envoie des dossiers qui ne tiennent pas la route, ils ne passeront pas. Donc nous ne voulons pas être ridicules. Nous prenons le temps nécessaire pour évaluer, n'est-ce pas, regarder ce qui vaut la peine d'être présenté et nous le présentons le moment opportun. Et au niveau du patrimoine culturel national, monsieur le ministre, peut-être rapidement avant de passer aux questions des populations, est-ce que vous avez songé à également classer au niveau du patrimoine culturel national certains sites ou bien certains objets tels que la pierre de Bigou, le pont de Poubara? Mais bien sûr, c'est notre boulot. Le mont Ibunji, par exemple. Oui, mais vous êtes des Ibunji, vous. Peu importe, monsieur le ministre, est-ce que vous allez les classer finalement au patrimoine national? Nous sommes gabonais. Mais ce n'est pas moi qui classe. Le patrimoine culturel national, monsieur le ministre. Mais oui, mais ce n'est pas moi, ministre, qui classe. Vous proposez. Mais bien sûr, je propose, puisqu'il y a des structures habilitées. Moi, je n'ai aucune compétence pour classer un monument. Oui, mais est-ce que vous allez le faire, monsieur le ministre? Est-ce que vous allez proposer le classement de ces sites? Mais c'est mon travail. D'accord. D'accord. Mais ça me paraît... On prend les questions de vos compatriotes? Ça me paraît être une lapalissade que de dire ça. On prend les questions de vos compatriotes, monsieur le ministre. Suivez-les attentivement. Ils ont été plus ou moins nombreux à s'adresser à vous. Je suis à leur disposition. Allez, les questions des populations.
Amédée Mombo Manzambou, citoyen gabonais. Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous. Où en êtes-vous avec les droits d'auteur des artistes gabonais? Je m'appelle Régis Divassa. J'ai une question pour Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec le statut de l'artiste au Gabon? Et ma deuxième question, pourquoi le ministère ne nous créerait pas un festival digne de ce nom? Un vrai festival culturel qui pourrait rassembler toutes les nations au Gabon. Je m'appelle Ngoumou Marcel Alain. J'ai une question que je dois poser à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pourquoi vous n'intégrez pas la culture gabonaise en milieu scolaire? Je suis Vivien Gelas Mayumbo, jeune citoyen du quartier Aveya 2. J'ai une question à son Excellence, Monsieur le ministre Michel Menga. Qu'est-ce que vous pensez de la culture gabonaise après la Covid-19? Monsieur le ministre, vous les avez écoutés, vos compatriotes, peut-être répondre directement aux deux premières préoccupations que l'on a déjà quand même un peu évoquées ici sur ce plateau. Les artistes pensent qu'il y a de l'argent quelque part qui leur est caché. C'est ce que j'ai trouvé sur le bureau, pour dire que le directeur général du Bugada a de l'argent qu'il ne veut pas donner, ou qu'il a détourné. J'ai monté moi-même l'enquête avec les instruments appropriés. Je me suis aperçu que ce n'était pas exact. Qu'il y a bien sûr un peu d'argent au niveau du Bugada, dans son compte. Ce compte est logé à la Banque centrale. Ce n'est pas au Bugada, c'est à la Banque centrale. Et cet argent-là, étant là-bas, qui n'est pas les sommes que l'on annonce, n'est-ce pas? Mais il faut bien savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là et comment le distribuer. C'est pour cela que je vous ai parlé de l'organisation tout à l'heure. Parce que même s'il y avait des milliards, même s'il y avait beaucoup d'argent, vous connaissez le nombre d'acteurs, le nombre d'artistes qui est au Gabon. À qui va-t-on le donner et sur la base de quoi? N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est nécessaire qu'on sache qui c'est qui doit bénéficier de cet argent-là, quand on l'aura. Le peu qu'il y a aujourd'hui, le problème auquel je suis confronté, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'argent, mais si je commence à le distribuer sans critère de distribution, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que M. Menga a donné de l'argent à X parce que c'est son frère. Vous connaissez le Gabon. Donc il faut avoir des critères objectifs, n'est-ce pas, qui sont incontestables par personne, de façon à ce qu'en nous appuyant sur ces critères-là, qu'on puisse procéder à la distribution. J'ai dit écrire au Premier ministre pour lui dire, Madame le Premier ministre, le dossier que j'ai trouvé sur la table, voilà la réalité. Qu'est-ce que je fais? Voilà ce qui existe dans le compte. C'est très loin de ce que l'on dit, mais si on commence à distribuer cet argent-là, à qui d'abord, et sur la base de quoi? Moi, je ne veux pas verser dans la subjectivité, je souhaiterais que le partage soit équitable et qu'il ne soit pas contesté par qui que ce soit. Mais je n'ai pas d'instrument, je n'ai pas de levier aujourd'hui pour le faire. Et il y a combien exactement, Monsieur le ministre, dans les caisses du Bugada? Il y a une vingtaine de millions. D'accord. Et justement, on tombe dans la question du statut de l'artiste gabonais, voilà, puisqu'il s'agit de ça. Maintenant, pour le statut de l'artiste, c'est effectivement une préoccupation. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut organiser. Parce que le statut a pour rôle de faire quoi? Il faut l'organiser, n'est-ce pas? Il faut que les artistes sachent qui ils sont et quels sont les droits qui sont les leurs, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent traiter avec l'État. J'ai trouvé ce dossier dans le pipe, comme vous dites, n'est-ce pas? Il se trouve que ce texte-là a été examiné par les deux chambres du Parlement et que, comme vous le savez, comme les termes ne sont pas identiques, il faut constituer une commission paritaire pour que ce texte soit, pour qu'ils se mettent d'accord. Nous en sommes là. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Sinon, le texte a été initié, il est pris et il est dans le pipe. Monsieur le ministre, est-ce que je peux avoir la permission de vous interrompre, s'il vous plaît? Parce que quand je vous interromps, vous trouvez ça mal. Est-ce que vous pensez que si l'État décide d'être l'interlocuteur direct des artistes, cela ne ferme pas la porte aux maisons de disques, aux autres promoteurs culturels qui marchent plutôt bien ailleurs? Est-ce que l'État... Mais l'État n'a jamais dit au Gabon que les privés ne peuvent pas s'occuper de la culture. Ce n'est pas ce que l'État a dit. Si vous donnez un statut à l'artiste, vous fermez la porte, monsieur le ministre. Vous ne trouvez pas aux promoteurs culturels, aux maisons de disques, Universal Music, Sony Music, Entertainment? J'avoue que je comprends pas bien votre préoccupation. Alors, si vous faites les artistes eux-mêmes, ils viennent de vous demander, par la question qui a été posée, où en est le texte, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ce sont eux-mêmes qui disent ça. Donc ils savent qu'ils en ont besoin. Mais vous vous dites, si on fait ça, on va fermer la porte. Mais non. Écoutez, il faut que vous fassiez la distinction entre le travail des privés et le travail de l'État. L'État ne fait pas. L'État encadre, organise, booste et appuie. Et justement, comme et ceux qui font,
ce sont les privés. Et justement, comme l'État organise, à quand la mise en place d'un festival au niveau national? On avait Gabon 9 provinces, mais on a eu dire que, selon vos services, effectivement, qu'il n'était pas prévu, Gabon 9 provinces, ce festival dans la loi des finances 2021. À quand la mise en place d'un festival, monsieur? Et comment faisaient vos prédécesseurs pour pouvoir tenir le rendez-vous de Gabon 9 provinces? Ben, écoutez, vous savez que le ministère était scindé, non? Que le ministère oui, à l'époque, c'était la communication et la culture, les sports et la culture. Aujourd'hui, la culture. Bien. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le ministère, la culture, le sport et la communication sont séparés. C'est de la volonté du chef de l'État que nous appliquons. Je suis ministère de la culture, je n'ai pas le sport. Il se trouve qu'aujourd'hui, le président de la République a décidé, n'est-ce pas, constatant les difficultés qu'il y a de part et d'autre, il a décidé de créer un instrument commun qu'on appelle l'Office. Quel office? L'Office de la promotion de la culture. L'Office national de développement du sport et de la culture. Et de la culture. Oui. Il a décidé de créer cet office-là, n'est-ce pas? Parce que, comme je viens de vous le dire, il ne veut pas multiplier, n'est-ce pas, des taxes diverses pour les entreprises. Donc, ceux qui versent dans l'office, oui, n'est-ce pas, que ça soit X ou Y entreprise, ils versent ça dans une seule caisse qui va servir à la fois au sport et à la culture. Cet office existe, mais cet office n'a pas d'existence juridique, n'est-ce pas? C'est le fait, mais le droit n'est pas encore là. Donc, on a engagé, n'est-ce pas, le processus qui va conduire à ce que l'office ait un statut juridique et qu'il puisse accomplir les missions qui sont les siennes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, comment on faisait? C'est ça la question que vous avez posée. Oui. Comment faisaient les ministres qui étaient là? Mais ils avaient les deux. Il y a le casse du sport qui existe et qui est alimenté. Si vous avez les deux, vous savez ce que vous faites. Vous faites quoi? Mais vous devinez. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai rien. D'accord. Moi, je n'ai pas ça. Donc, si j'ai une caisse, la question me paraît... Peut-être que vous pouvez penser que j'évite d'y répondre. Non, pas du tout. Parce que ça me paraît être évident. Moi, je suis responsable du ministère de la Culture et du ministère des Sports. J'ai une caisse qui est gérée, mais je fais ma politique avec. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai que le sport et le casse aujourd'hui est un casse sport. Ce n'est pas un casse culture, n'est-ce pas? Du coup, moi, je n'ai rien. On a bien compris, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci pour ces précisions, Marielle. On va passer à la deuxième partie, le face-à-face. Deuxième partie de ce numéro de Face à vous. Bonsoir, monsieur Marcel Diabio, bienvenue sur le plateau. Vous êtes acteur culturel avec beaucoup de cordes à votre arc, auteur, compositeur, interprète, conteur, acteur de théâtre, propriétaire du studio MD. Vous avez suivi la première partie avec beaucoup d'attention. Vous avez plusieurs questions à adresser à monsieur le ministre. C'est un face-à-face, vous pouvez y aller. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bien, effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de monsieur le ministre. Et certains aspects, je voudrais y revenir parce qu'ils sont d'une importance capitale. En commençant par les entreprises assujetties à la redevance du droit d'auteur, oui, et qui refusent délibérément de respecter la loi. Ce que ces entreprises doivent comprendre, c'est que la redevance du droit d'auteur et des droits voisins n'est pas une taxe. Oui. C'est une redevance due au fait que ces structures utilisent et exploitent des œuvres de l'esprit. Absolument, c'est cela. Oui. Il s'agit là non pas des droits de l'État, mais des droits privés des auteurs. Et par auteur, on n'entend pas que artistes, parce que ne sont pas auteurs que les artistes. Exactement. Ceux qui sont donc bénéficiaires de ces droits d'exploitation de leurs œuvres, c'est autant des artistes que les littéraires, que les scientifiques. Absolument. Monsieur le ministre est du domaine de l'enseignement. Il peut aujourd'hui concevoir un manuel d'enseignement d'une certaine discipline. Il en est l'auteur sans pourtant être artiste. Dès lors que cette œuvre, sortie de son esprit, est protégée et déclarée au Bugada, tout usage de cette œuvre
lui vaut des droits. C'est cela. Donc le droit d'auteur ne concerne pas que les artistes. Il concerne tous les créateurs des œuvres de l'esprit, artistes ou non. Par conséquent, les usagers doivent comprendre que l'utilisation d'une œuvre de l'esprit, selon la loi, doit être payée pour que les auteurs de cette œuvre jouissent justement de leurs droits. Sinon, si, comme ils le disent, ils ont des contraintes vis-à-vis de l'État, trop de charges, eh bien, qu'ils n'utilisent pas. Qu'ils n'utilisent pas ces œuvres. En ce moment, ils ne seront pas taxés. Allez, on va poursuivre, Monsieur le ministre. C'était très bien de préciser. Monsieur le ministre a pris beaucoup de notes par rapport à ce que vous venez d'expliquer. C'était nécessaire. Peut-être une question qui va permettre à Monsieur le ministre de répondre. Oui. Ben, la question que je voudrais poser à Monsieur le ministre, c'est d'abord par rapport à la création par son ministère de la Direction générale des arts et des industries culturelles. Monsieur le ministre, cette direction générale comporte 5 directions, à savoir la direction des arts du spectacle, la direction des arts plastiques et numériques, la direction des études artistiques, la direction du livre et la direction des industries culturelles. Oui. Elle a en plus 19 services. C'est une grosse machine. Et il se trouve justement qu'au regard de cette organisation, cette direction générale est au cœur du ministère. Ces missions sont tellement importantes qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons d'industrie culturelle, du point de vue de la créativité, l'industrie créative existe parce qu'il y a des auteurs, il y a des créateurs. C'est juste. Mais malheureusement, c'est à cette direction qu'il incombe d'imprimer la politique des industries culturelles, de faire en sorte que ces industries culturelles existent. Or, il se trouve que depuis 2015, date de la création de cette direction générale, elle n'existe que sur papier. Monsieur le ministre, quand est-ce que votre département fera en sorte que cet organe important, ce service central important soit effectif et qu'il assume ses missions? Je voudrais, avant de répondre à la question, vous remercier d'avoir rappelé, n'est-ce pas, le contenu de la redevance et la différence que vous faites avec les impôts, les taxes et tout le reste. Je suis heureux que vous ayez dit cela, mais je constate tout simplement, je ne peux pas imaginer un seul instant que ceux qui font preuve de résistance, qu'ils ne savent pas ça. Je ne peux pas me permettre de le dire, de le croire un seul instant. Mais supposons, postulons, disons que c'est cela, qui fait partie des problèmes, des confusions qu'il y a en matière de compréhension de ce qu'on leur demande. Tout le monde ne comprend pas les choses au même rythme et au même moment. Et c'est pour cela qu'il faut faire preuve de pédagogie, qu'il faut expliquer aux gens, n'est-ce pas, le contenu de ce qu'on dit et le pourquoi de ce qu'on dit. C'est la démarche que nous avons entreprise. Et vous le savez, que lorsque nous avons constaté que les redevances ne tombaient pas, nous nous sommes posé la question sur le pourquoi. Et nous sommes en train d'envisager les démarches. Nous avons trouvé, on a postulé, on a dit, bon, on a formulé des hypothèses. On a dit, c'est peut-être parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. C'est parce que les gens font l'amalgame. Et qu'il faut, pour cela, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de ces gens-là pour qu'ils comprennent pourquoi on leur demande de payer. Pourquoi il faut qu'ils alimentent les caisses de Bugada. Donc, cette pédagogie est nécessaire parce que nous constatons qu'il y a des résistances. Vous dites que la loi, ça existe depuis un certain temps. Mais vous-même, vous savez très bien que contrairement à ce que les artistes pensent, que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, la démarche que nous avons à entreprendre, c'est que ça marche. Pour que ça marche, que faut-il faire? Il faut commencer par expliquer aux uns et aux autres ce que vous venez de dire. Et la clarification que vous venez d'apporter, elle est nécessaire pour tout le monde, pour que nous puissions tous travailler dans la même direction. Et je vous en remercie infiniment. Donc vous savez bien qu'au sein du ministère, nous avons mis en place une structure qui permette aux uns et aux autres de venir apporter leur contribution pour éclairer un certain nombre de démarches, de façon à ce que nous obtenions ce que nous attendons. Vous le savez très bien.
Donc, je vous en remercie. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez, est-ce que, à quel moment la direction générale des arts et des industries culturelles va-t-elle fonctionner? Eh bien, moi, je souhaiterais que ça se fasse le plus rapidement possible. De toute façon, il y a un texte qui a été pris. Dès lors que le texte est pris, ça veut dire que nous devons passer à l'application. Je constate que depuis 2015, moi, je suis arrivé en 2000, n'est-ce pas, au ministère. Mais c'est depuis 2015 que c'est créé et que ça n'est pas mis en place. Je constate cela. Et la démarche est la même. Pourquoi cette direction générale n'est-elle pas mise en place alors que le texte a été pris depuis 2015? Moi, je me dis, il faut la mettre en place. Et pour la mettre en place, le problème que je constate, c'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, vous connaissez la situation, le ministère a un problème de structure d'accueil, n'est-ce pas? Les agents du ministère sont à 7, 8, 9, 10 dans un bureau. Donc, j'estime qu'avant de procéder, n'est-ce pas, à de nouvelles nominations, pour venir gonfler les effectifs qui sont déjà en surnombre, du fait du manque de structure, la démarche que j'ai entreprise aujourd'hui, et je me suis adressé au chef de l'État et au Premier ministre pour leur dire, voilà les problèmes que j'ai au niveau du ministère, non seulement que ceux qui sont là, n'est-ce pas, ne sont pas bien logés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace, mais en plus, il y a des structures qui sont prévues dans le ministère que je ne peux pas mettre en place parce que si je les mets en place, ils vont être debout. Donc, je crois qu'il n'est pas raisonnable de ma part de proposer des nominations, de créer la structure, alors que je n'ai pas les endroits pour les accueillir. Donc, je pense qu'il faut mettre en place rapidement les structures d'accueil pour qu'on puisse passer à la mise en place de la... Parce que si je propose la nomination de directeur, avec tout ce que vous venez de dire, 19 chefs de service, oui. 5 directions, mais déjà ceux qui sont là n'ont même pas où s'asseoir. Donc je pense qu'il y a en amont un problème à régler, tout au moins c'est comme ça que je le vois, et puis après, lorsque nous allons régler ce problème, et vous savez très bien que nous sommes en voie, n'est-ce pas, d'avoir une petite lueur, on a une lueur d'espoir, puisque le bâtiment qui est au ministère, qui est prévu pour accueillir un certain nombre de services, nous allons, sur instruction du chef de l'État et du Premier ministre, nous allons désormais, n'est-ce pas, l'achever. Pour qu'à partir du moment où il sera achevé, n'est-ce pas, on va passer à l'application du texte. Parce que ce n'est pas humain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire en faisant cela? Si on nomme des gens aujourd'hui, moi, tel que je le comprends, je ne dis pas que ça explique tout, hein, mais je dis que moi, mon problème, c'est celui-là. Moi, je ne vois pas une autre entrave. Puisque s'il y avait des entraves, on n'aurait pas pris un texte. Si le texte a été pris, c'est parce qu'on a trouvé que c'est nécessaire. Et je trouve que c'est une bonne chose, comme vous venez de le dire. Tel comme c'est créé, juridiquement, c'est déjà ça. Maintenant, il faut passer à la réalité. Donc, il faut trouver des endroits où caser, pour parler simplement, les collaborateurs qui seront nommés pour faire leur travail. Ils ne vont pas le faire debout, n'est-ce pas? Ils ne vont pas le faire comme ça. Donc, vous n'avez pas non plus le directeur général de la culture, monsieur le ministre? Si. Oui. Donc, il m'a demandé quand. Je dis, moi, je voudrais que ça se fasse le plus rapidement possible. Et je me bats pour que ce problème de structure d'accueil, d'espace puisse être réglé. Et en ce moment-là, on nommera les gens. Parce que si on les nomme maintenant, n'est-ce pas? Mais vous savez bien qu'ils seront chez eux. Tout à fait. Et est-ce que c'est raisonnable? Pas du tout, monsieur le Donc, ministre. j'estime qu'il faut être raisonnable et il faut être cohérent. Et c'est cette cohérence que j'essaie d'appliquer pour que, une fois que nous avons fini cette bataille-là, qu'on nomme les directeurs et qu'ils fassent leur travail. Voilà où j'en suis. Cela s'entend, monsieur le ministre. Je voudrais aborder une autre question, vous l'avez survolée, celle du Bugada. De mon point de vue, à l'analyse des faits et de comment le Bugada a été créé, j'ai l'impression, et beaucoup d'autres avec moi, que le gouvernement, en créant le Bugada, en 2013, a juste voulu se débarrasser des artistes en leur disant, bon, je vous colle quelque chose, ça marche pas, et bien vous, au moins ça est là. Parce qu'il est incompréhensible que le Bugada, à sa création, apparaisse comme un instrument que l'on a créé sans avoir fait une étude de faisabilité, réalisé une étude de faisabilité. Une société de gestion collective n'est pas différente de n'importe quelle société. Cela donc répond à certains impératifs. Lorsqu'on crée une société, la première chose à faire, c'est de constituer son capital. Oui. Un capital qui lui permet évidemment d'accomplir ses missions.
on dit un homme, une mission et des moyens de sa mission. Avec des résultats, la clé. Pour obtenir des résultats. Oui. On a créé le Bugada. En créant le Bugada, ce qu'on lui a donné comme budget ne représentait absolument pas grand-chose pour lui permettre d'accomplir ses missions. Et il semble, aux informations que j'ai, que le budget du Bugada est allé, on va dire, en se dégradant au fil des années. Exactement. Aujourd'hui, c'est un établissement public qui a du travail à faire sur le terrain, mais qui ne dispose même pas d'un vélo pour pouvoir se mobiliser, aller vers les usagers, aussi bien pour les sensibiliser que pour collecter exactement, procéder à la collecte. Les redevances. Oui. Il y a que certaines redevances, lorsqu'elles sont collectées, il faut les repartir. Il ne s'agit pas du partage. Il s'agit d'une répartition équitable au prorata de l'usage des œuvres de chacun. C'est cela. Et non pas d'un partage, d'une division faite selon la tête du client ou le nombre d'années, etc. Mais il se trouve justement que le Bugada n'a pas pu mettre en place ces outils de gestion. Et aujourd'hui, ce qui est perçu par le Bugada est quasiment irrépartissable. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez, Monsieur le ministre, personne ne sait qui a droit à quoi. Le Bugada a besoin, pour ce travail de contrôle de l'usage des œuvres des auteurs, d'avoir une salle de contrôle où il y aurait des caméras et des postes de radio pour suivre toutes les émissions, toutes les diffusions et pointer. Alors, donc le Bugada se retrouve dans une situation qui ne lui permet pas d'accomplir ses missions parce qu'au préalable, sa création n'a pas été très bien étudiée. Et il se trouve que dans son fonctionnement, Monsieur le ministre, il y a un organe qui ne fonctionne plus depuis 5 ans, le conseil d'administration. Qu'en pensez-vous, Monsieur le ministre, remettre en place cet organe, qui est l'organe d'orientation du Bugada, afin que le directeur général ne fasse pas de pilotage à vue? Écoutez, Monsieur Diabio, vous avez fait là une critique de la structure qui existe. Et je voudrais relever un fait que vous avez, disons, avancé en disant qu'on a créé le Bugada pour se débarrasser des artistes. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de manière négative. Il y a plein de problèmes au Bugada, c'est vrai. Il faut les résoudre, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on a créé le Bugada pour se débarrasser des artistes. Ce n'est qu'une impression qui est la vôtre. Mais je dis simplement que si on crée le Bugada, c'est parce qu'on cherche à trouver des structures, des leviers pour régler le problème du droit à l'auteur. Est-ce que le gouvernement s'est trompé? Moi, je ne le pense pas. Je pense que le fait d'avoir créé le Bugada est une très bonne chose. Maintenant, comment faire pour que le Bugada puisse fonctionner? C'est ça qui doit être la préoccupation première pour nous. C'est ça que nous devons rechercher et c'est pour cela que nous sommes ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le Bugada qui a été créé puisse être utile aux artistes qui attendent de cet outil beaucoup de choses? C'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui intéresse le gouvernement. Donc tout ce que vous dites là, il y a des choses qui sont vraies, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas qu'on s'étale là-dessus, qu'on insiste là-dessus davantage. On a fait le constat du non-fonctionnement, tout au moins à la satisfaction de tout le monde. Voyons les choses de façon positive pour qu'aujourd'hui, on puisse voir comment faire du Bugada. Nous avons commencé, n'est-ce pas? Vous avez parlé du conseil d'administration. Je l'ai dit tout à l'heure, que l'un des problèmes, de mon point de vue, selon les analyses que nous avons pu faire, c'est que le conseil d'administration est trop lourd. Et s'il y a trop de personnes, donc on se met dans une situation de ne jamais tenir le conseil d'administration. Vous avez dit qu'il se tient jamais, mais c'est l'une des raisons, c'est pour ça. Comment voulez-vous faire appel à 37 personnes pour qu'on puisse travailler? Il faut alléger. Nous l'avons fait, vous le savez. Le texte est passé, donc on a allégé. Donc le conseil d'administration va se tenir. Maintenant, il y a des problèmes de fonctionnement, n'est-ce pas?
Le Burundais, effectivement, n'a pas les moyens qu'on souhaite. Il faut qu'on se batte, qu'on explique. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui dans ce pays, ne comprennent pas beaucoup de choses, y compris moi, n'est-ce pas? C'est au fil des jours, c'est en expliquant, c'est en faisant preuve de pédagogie qu'on arrive à amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé de telle ou telle décision qui a été prise à tel ou tel moment. Mais celui qui a pris la décision ne peut pas, vous ne pouvez pas dire que celui qui a pris cette décision a voulu, n'est-ce pas, se débarrasser d'une catégorie de citoyens pour, n'est-ce pas, pour les laisser pour compte. Moi, je crois qu'il ne faut pas voir les problèmes de cette manière-là. On a fait ça pour que ça puisse servir et faisons tout pour que le Bugada puisse jouer le rôle qui doit être le sien. Et il y a des éléments. Et vous savez bien, ce sera votre mot de fin, monsieur le ministre. Vous savez bien, monsieur Diabio, que nous avons mis récemment en place une structure qui est l'aide que nous avons appelée structure d'aide à la décision. Parce que j'ai constaté au ministère qu'il y a beaucoup de problèmes qui existent au niveau du ministère qui sont dus, entre autres, au fait que l'administration travaille d'un côté, les artistes évoluent de l'autre, et ça crée la cacophonie. Il faut créer une structure au sein du ministère qui permette que lorsqu'on voudrait proposer quelque chose au gouvernement, que la proposition que nous allons faire soit issue, n'est-ce pas, des concertations qui émanent de l'administration et des artistes pour que ça soit plus crédible et pour que chacun se sente concerné. Et quand on va mener ça au niveau du gouvernement, eh bien, personne ne pourra plus dire que je n'ai pas participé à, n'est-ce pas, la prise de décision et à l'action que nous engageons. C'est la démarche vers laquelle nous nous sommes engagés. Merci, monsieur le ministre. Peut-être pour finir rapidement, vous pensez quoi du statut de l'artiste, monsieur Diabio? Ben, c'est un volet qu'on aurait pu aborder si on avait eu... En quelques secondes, vous pensez... C'est un instrument indispensable pour permettre à l'artiste d'être reconnu et de ne plus exercer ses activités dans l'informel. Cela lui permettra d'avoir une identité, hein, et de savoir que ces activités sont encadrées et ne plus faire, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, dans le désordre. C'est donc un instrument très important. Merci, M. Marcel Diabio. Malheureusement, on doit fermer ce plateau. Merci, M. le ministre. C'est la fin de ce numéro de Face à vous. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien entre-temps et n'oubliez pas, s'il le faut, vaccinez-vous.